Merci beaucoup et un grand merci donc aux organisateurs. Je pense en particulier à Marcella, à Sylvain, à Benoît et sans doute tout un groupe de personnes autour d'eux de m'avoir invité à participer à ce colloque dont le thème est évidemment essentiel pour les pédopsychiatres. Voilà, alors c'est vrai que sans doute mes réflexions vont être un petit peu moins... un peu plus basique, un peu plus rustique, un petit peu moins high-tech probablement que celle de Delphine. Mais je voudrais réinsister sur certains points quand même très importants pour notre pratique clinique. Il y a des différents faits qui sont incontournables pour un pédopsychiatre. J'en évoquerai deux là en introduction. D'une part, ça changera peut-être un jour, mais enfin bon, pour l'instant, c'est comme ça. D'une part, nous n'avons pour l'instant aucun exemple de pathologie pédopsychiatrique agénétique mendélienne classique. Bon, ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. D'autre part, nous avons, j'y reviendrai tout à l'heure, à tenir compte très soigneusement du phénomène de la néoténie qui laisse dans le développement une très grande place à l'épigénèse. J'en reparlerai tout à l'heure. Et Delphine vient de rappeler d'ailleurs que nous n'avons pas plus que 25 000 séquences codantes, c'est-à-dire pas beaucoup plus que la mouche. Je ne veux pas vous rendre triste dès le début de la journée, mais pas beaucoup plus que la mouche. Alors évidemment, on ne sait pas très bien ce que les mouches pensent de nous, mais nous, quand on pense aux mouches, on a quand même le réflexe de dire qu'il y a moins de différence d'une drosophile à l'autre que d'un être humain à l'autre, parce que probablement, les généticiens me corrigeront peut-être, mais c'est ma façon d'exprimer les choses, parce que les mouches ne sont que le fruit de leurs 25 000 séquences codantes, à peu près, alors que nous sommes bien sûr le fruit de nos 25 000 séquences codantes, mais aussi, moi, en tant que pédopsychiatre, j'ai envie de dire surtout le fruit de notre épigénèse sur laquelle je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Alors c'est vrai que la question est de savoir comment toutes ces nouvelles connaissances en génétique modifient notre clinique, notre approche du handicap, notre annonce du handicap dans les services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. André Green disait, il y a déjà assez longtemps, qu'il y avait un mythe étiologique ambiant dans lequel on est pris, qu'on le veuille ou non, le mythe étiologique génétique. Mais dans le cadre des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, je crois qu'on ne peut pas lâcher le modèle polyfactoriel, je vais y revenir tout à l'heure, et ses implications, parce que c'est tout l'avenir quand même de la psychopathologie qui est en jeu. Et je crois que la génétique, enfin j'en suis sûr même, n'a aucune vocation à effacer la psychopathologie, comme en témoigne d'ailleurs l'existence du cycla, précisément. Et la psychopathologie, je le dis parce que j'ai la responsabilité, mais avec Sylvain, qui est très actif aussi, de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Nous insistons tout le temps pour dire que la psychopathologie, on ne devrait plus en parler au singulier, on doit en parler au pluriel. Il y a bien sûr en France ou dans des pays comme le nôtre, c'est la psychopathologie psychanalytique qui a été qui est la plus ancienne, mais il y a une psychopathologie de l'attachement, il y a une psychopathologie cognitive, il y a une psychopathologie systémique, familiale, tout le monde le sait, il y a une psychopathologie développementale qui renvoie en particulier aux théories de Bayes du développement, qui est très intéressant. Et toutes ces nouvelles connaissances sur le développement génétique des tout-petits, des enfants, est très importante à intégrer, à articuler avec le raisonnement psychopathologique qui toujours, c'est son pari, veut nouer entre les facteurs internes, la part personnelle de l'enfant, son équipement, et son équipement génétique en particulier, mais aussi la rencontre avec l'environnement, avec toutes les composantes de l'environnement. Dans l'environnement, il n'y a pas que la relation, il y a l'écologie, il y a la culture, il y a la société, il y a la famille, il y a l'éducation, mais il y a aussi la rencontre avec le fonctionnement psychique d'autrui. Voilà, donc j'essaie de penser la question du domaine génétique vraiment toujours dans le cadre de la réflexion psychopathologique. Alors pour ce matin, j'ai quand même essayé de cibler mon propos sur la question de l'autisme, puisque l'autisme est maintenant rangé au rang des handicaps. On pourrait en discuter, hein, c'est peut-être pas seulement un handicap, enfin c'est un handicap. Et puis que mes propos concernant l'autisme concerneront très spécifiquement l'autisme typique,
de Kader, qui, en dépit de tout ce qu'on peut dire, reste une maladie rare, qui est d'ailleurs étudiée comme telle à l'Institut hospitalo-universitaire de Necker, qui est dédié aux maladies rares, la Fondation Imagine. Il y a dans le concept de trouble du spectre autistique une dilution du terme d'autisme à des enfants dont je ne parlerai pas ce matin. Je m'en tiens donc à l'autisme typique. Alors, l'histoire enfin, l'histoire. Une date importante dans les réflexions concernant la génétique de l'autisme est déjà ancienne. Je pense à un article de Suzanne Folstein et Michael Ruther en 1976. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est vrai. Mais il est très intéressant encore à considérer, cet article, qui a montré pour la première fois, ça a été confirmé ensuite, que chez les jumeaux, si les jumeaux sont monozygotes, quand l'un est autiste, l'autre l'est à 90%. Et la corrélation est plus faible, 60, 70, 50, un peu moins même, dans les paires de jumeaux dizygotes. Alors tout le monde s'est évidemment extasié, et c'est parce que c'est très important, c'est très intéressant comme résultat, de savoir que quand l'un est autiste, l'autre l'est dans 80%. Je parle des jumeaux monozygotes. Mais moi, ce qui m'a toujours plus intéressé, c'est pourquoi il y en a 20% qui ne le sont pas. Et, parce que là, il y a quand même une source peut-être d'espoir de quelque chose. 20% qui ne le sont pas, ça veut dire que même quand on partage absolument le même génome, alors je sais que la génétique peut nous montrer aussi que même chez les jumeaux monozygotes, il y a des agencements qui sont peut-être un peu différents, mais enfin quand même, en grosso modo, les jumeaux monozygotes partagent exactement le même génome. Même dans ce cas-là, il reste une différence possible de destin en termes de psychopathologie. C'est vraiment très important, parce que ça veut dire que même quand on partage tous les mêmes gènes, et si les jumeaux monozygotes sont élevés dans la même famille, si on partage tout le même environnement éducatif, familial, voilà, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne partage pas quand même, c'est la place que chacun des deux jumeaux a dans la tête des parents, dans le monde interne des parents, dans leur dynamique imaginaire, plus ou moins consciente ou inconsciente. Et je pense aux travaux de Daniel Stern, au tout début, enfin bien d'anciens travaux, il avait commencé par étudier la question des interactions précoces chez les jumeaux monozygotes, et il avait montré que dès le premier jour de la vie, il y a quelque chose qui n'est pas la même chose, si je puis dire, dans les interactions de la mère et du père envers chacun des deux jumeaux, parce qu'encore une fois, ils partagent le même environnement, ils ont partagé la même grossesse, ils ont partagé le même génome, mais probablement ils n'ont, dès la grossesse même, pas la même place dans la tête des parents. Alors, je ne suis pas en train de dire que la place qu'on a dans la tête des parents va pouvoir avoir un impact fort, moyen ou léger, je n'en sais rien sur l'expression du génome, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier quand même quand on est pédopsychiatre. Et d'ailleurs, j'ai eu 2 fois l'occasion d'en discuter avec Axel Kahn. On avait été l'interviewer pour différentes questions. Et c'était très intéressant parce qu'il me disait, mais vous savez, même les clones, il disait, je ne sais pas s'il faut souhaiter qu'il y ait un jour un clonage reproductif, mais même les clones, la question, les difficultés, les dangers du clonage reproductif ne se situent pas au niveau de l'identité. Les clones ne seront pas plus identiques que les jumeaux monozygotes. Il y a toujours une part de différence qui existera. Les dangers du clonage reproductif se situent sans doute ailleurs. Voilà, alors ça c'est la première chose que je voulais dire en termes un peu de l'histoire des études génétiques dans le domaine de l'autisme, en repartant d'assez loin, donc 1976. Et puis, à propos de cette marge, cette possibilité de destin différent, je voudrais évoquer à propos de l'autisme, des choses que chacun connaît sans doute. C'est vrai que dans la population d'autistes typiques, il y a beaucoup plus d'enfants porteurs du syndrome de l'X fragile. On vient d'en parler un petit peu. Mais c'est vrai aussi que tous les enfants qui sont porteurs du syndrome de l'X fragile ne sont pas autistes. Bon, alors, il peut y avoir des explications génétiques à ça, mais globalement, c'est quand même un fait qu'on ne veut pas oublier.
Même raisonnement avec la sclérose tubéreuse de Bourneville. Il y a beaucoup plus d'enfants qui sont porteurs de la sclérose de Bourneville dans la cohorte des enfants autistes typiques, mais tous les enfants porteurs de sclérose tubéreuse de Bourneville ne sont pas autistes non plus. Alors je crois que là, on a des choses à apporter à ce point de connaissance, probablement des éléments génétiques, peut-être que la constitution génétique, bien sûr on le sait d'ailleurs, de tous les enfants X fragiles ou tous les enfants porteurs de la sclérose tubéreuse de Bourneville n'est pas la même, mais il y a quand même aussi du point de vue clinique, du point de vue relationnel, du point de vue environnemental, sans doute des éléments de compréhension qui existent aussi. Et puis je rappellerai le triste souvenir aussi parce que j'en ai besoin un petit peu tout à l'heure pour mon modèle polyfactoriel, le triste souvenir des enfants qui ont été découverts lors de l'ouverture des orphelinats en Roumanie au moment des changements politiques que chacun connaît, qui est des enfants qui étaient élevés dans un niveau, dans une promiscuité terrible, qui étaient un peu entassés, qui étaient chosifiés, manipulés, qui survivaient physiquement mais qui n'avaient aucune des conditions possibles de la naissance psychique. En plus, à l'époque, il y avait l'épidémie de sida. Les personnes qui s'occupaient de ces enfants n'osaient même plus les toucher. Donc, tout était réuni pour que la carence soit maximum. Et la carence était à 100%. Mais parmi tous ces enfants-là, si j'ose dire, il n'y en avait que 30% qui étaient autistes. Ça veut dire que ne s'autistise pas non plus qui veut. Et même dans des conditions extrêmes d'environnement, là, effectivement, là, on retrouve la part de la part personnelle de l'enfant et probablement ses facteurs de risque internes. Mais quand même, la génétique telle que les pédopsychiatres y pensent aujourd'hui, je ne prétends pas parler au nom de tout le monde, mais je parle en mon nom déjà ce matin, mais je crois que c'est quand même partagé. Quand on pense à la génétique, dans notre domaine des troubles pédopsychiatriques, on y pense quand même beaucoup plus comme une génétique de vulnérabilité, comme une génétique de cause au sens linéaire du terme. On n'a pas de génétique mendélienne, il y a la question de l'héritabilité des traits complexes, il y a les problèmes des effets épistatiques, enfin je veux dire, Delphine serait bien plus calée que moi pour en parler. Il y a beaucoup de choses qui font que pour nous, bien sûr, aussi pédopsychiatre soit-on, aussi psychanalyste soit-on, on ne va pas mettre de côté la question génétique, mais on la voit plus comme quelque chose de l'ordre de la susceptibilité que de la causalité linéaire directe, comme s'il restait toujours un certain degré de liberté développementale. Et là, d'ailleurs, je rejoins ce que Delphine Héron vient de dire. La génétique oriente probablement assez lourdement certains destins, mais je crois qu'on peut pas, elle ne se joue pas en termes de fatalité. Et là aussi, pour reprendre une ancienne référence, mais importante, c'est celle de François Jacob, 1970, qui disait quand même que peut-être l'homme est moins prisonnier de son génome que l'amibe, ce qui est une façon de rappeler déjà la place importante de l'épigénèse. Alors quelques mots sur le modèle polyfactoriel et ce que j'appelle la causalité épigénétique. Quand on parle de modèle, on veut toujours parler de validité. On a raison d'ailleurs. Bon, mais c'est difficile parfois de savoir si un modèle est plus vrai qu'un autre. Enfin, moi, je ne suis pas le seul ici, je crois. Mais je crois que j'ai quand même passé l'âge de savoir de vouloir avoir raison, coûte que coûte. On ne peut pas toujours savoir si on a raison ou pas raison, mais il faut trouver des modèles qui nous soient utiles dans ce qu'on veut faire dans la clinique. Et le modèle polyfactoriel, dans le champ des maladies mentales en général, de l'enfant, je m'exprime en tant que pédopsychiatre, dans le champ de la pédopsychiatrie, le modèle polyfactoriel n'est pas véritablement validé au sens. Tout ce que je vous dis là, c'est des impressions cliniques fortes, mais nous n'avons pas de preuves, effectivement, que le modèle polyfactoriel est plus valide qu'un autre. Seulement, le modèle polyfactoriel, il est plus utile pour nous, aujourd'hui. Dans 50 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il est plus utile, pour deux raisons au moins. Parce que ce modèle polyfactoriel, il nous impose, par essence, par logique interne, de déboucher sur des prises en charge multidimensionnelles, qui vont essayer de répondre aux différents facteurs déterminants qui sont impliqués dans le modèle polyfactoriel. Et ça, c'est très important dans le champ de l'autisme. Aucune prise en charge ne peut être, aucune technique ne peut se proposer comme unique et utile toute seule. Nous avons absolument besoin d'essayer de prendre en compte, effectivement, peut-être la vulnérabilité génétique de l'enfant, mais peut-être certains éléments de son environnement alimentaire, écologique, biologique, peut-être certains aspects de sa rencontre interactive avec son entourage,
le modèle polyfactoriel, par essence, débouche sur des prises en charge multidimensionnelles. Et aujourd'hui, je fais un plaidoyer fort pour la prise en charge multidimensionnelle dans le champ de l'autisme. Et puis la deuxième utilité de ces modèles polyfactoriels, même s'ils ne sont pas validés au sens classique du terme, c'est qu'ils soutiennent justement le raisonnement psychopathologique en essayant de nouer intimement ce qui vient la part personnelle de l'enfant à ses facteurs de rencontre. J'y reviendrai aux facteurs de rencontre parce que c'est ça qui interdit la prédiction. Et ce nouage psychopathologique, c'est le seul qui permette de rechercher, je ne dis pas forcément de trouver, mais de rechercher des prises en charge qui soient spécifiquement adaptées à chaque enfant en fonction de l'équilibre de son équation éthiopathogénique. Et pas de l'appliquer des programmes de prise en charge monotones, un peu opératoires, automatisés et généralisés. Alors je vais aller vite parce que je ne veux pas vous embêter avec des données trop historiques, mais le modèle polyfactoriel d'aujourd'hui, il s'est beaucoup complexifié bien sûr par rapport à ses origines, mais c'est l'héritier épistémologique assez direct du concept freudien de séries complémentaires. Freud avait fait en son temps une espèce de coup de force en disant, à l'époque où la médecine était encore très inspirée bien sûr par les travaux de Claude Bernard, qui avait un modèle plutôt monofactoriel bien sûr, Freud avait dit à propos des névroses, non, toute situation névrotique est toujours le résultat de la confluence de problèmes internes, les points de fixation, de problèmes externes, la vie sexuelle. Bon, tout ça nous paraît un peu simple, mais c'était un coup de force épistémologiquement parlant, parce qu'il voulait sortir d'une linéarité en disant il faut toujours prendre en compte, alors avec des poids différents pour chaque sujet, pour chaque patient, il faut toujours prendre en compte des facteurs internes et des facteurs externes. Et il avait même dit il y a une échelle mobile, c'est son terme, entre les deux. Plus les facteurs internes sont forts, moins on a besoin de déclencheurs externes. Plus les facteurs internes sont faibles, plus on a besoin de déclencheurs externes forts, comme un peu les vases communicants en termes d'énergie. Voilà, donc aujourd'hui, notre concept de modèle polyfactoriel s'est beaucoup complexifié. Notre modèle, je veux dire, c'est beaucoup complexifié, puisqu'aujourd'hui, on distingue des facteurs primaires de susceptibilité, mais qui sont eux-mêmes polyfactoriels. Un tout petit mot, je vais y venir. On a des facteurs secondaires, plutôt de déclenchement, qu'on connaît encore moins bien d'ailleurs. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des facteurs mixtes, qui, selon les cas, selon les enfants, selon les histoires, peuvent jouer soit plutôt comme un facteur de risque, soit plutôt comme un facteur de déclenchement. Et je pense tout particulièrement à la carence. Alors les facteurs primaires, on en a déjà évoqué quelques-uns. Dans mon raisonnement de pédopsychiatre que j'essaie d'exposer ce matin, la sclérose tubéreuse de Bourneville ou l'X fragile, c'est un facteur primaire de susceptibilité. À soi seul, ça ne suffit pas, sans doute, à être autiste. Alors, sauf si un jour des explications génétiques viennent nous dire dans telle configuration X fragile particulière, il y a un risque autistique, dans telle autre, moins. Bon, on complétera nos données, mais aujourd'hui, cliniquement, nous disons, les pédopsychiatres, que être X fragile ne suffit pas à être autiste. Il faut sans doute des facteurs autres qui viennent s'ajouter, interagir, se croiser. Bon, pareil pour la sclérose tubéreuse de Bourneville, dont je parlais tout à l'heure, puis on pourrait en trouver d'autres. Les facteurs primaires de risque sont polyfactoriels, tous. Et là, on peut mettre la carence. Parce qu'effectivement, même en Roumanie, les enfants qui étaient porteurs de risques autistiques génétiques, s'ils n'avaient pas rencontré la carence des orphelinats, ne seraient peut-être pas devenus autistes. Donc la carence peut être considérée dans certaines histoires comme un facteur primaire de susceptibilité, enfin de fragilisation. Du côté des facteurs secondaires, on a probablement aussi des facteurs qui appartiennent à des champs très différents, mais ce sont les facteurs d'environnement, et vous savez que les études sur l'environnement ne font que commencer. Dans l'environnement, il y a les perturbateurs stéroïdiens, dans l'environnement, il y a la culture, dans l'environnement, il y a la précarité, je vais y revenir dans un instant, dans l'environnement, il y a, qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas, il y a quand même la rencontre de l'enfant avec le fonctionnement psychique des personnes qui s'en occupent, et je n'accuse personne en disant ça, parce que autour d'un enfant autiste, on a très vite un cercle vicieux autistisant. Il n'y a pas de point zéro, personne ne cherche le coupable. Mais quand un enfant répond mal à certains signaux, ça désarçonne beaucoup l'adulte. Les réponses de l'adulte aussi peuvent être désorganisées. On est très vite, c'est la théorie du processus autistisant de Jacques Hockman, dans un cercle vicieux qui a une vocation auto-aggravante si on ne vient pas interrompre les choses très vite. Et je le redis très fermement, dans cette question du cercle vicieux du processus autistisant, personne aujourd'hui ne cherche le coupable.
ni le point zéro. D'ailleurs, notre esprit humain n'est pas tellement fait pour penser les points zéro, et nous n'avons pas de point zéro non plus dans ce domaine-là. Par contre, les choses peuvent très vite mal tourner entre un enfant et les caregivers, comme on dit. D'ailleurs, il n'y a pas que les parents parmi les caregivers, il y a les professionnels aussi. Bon, alors, dans ces facteurs d'environnement, eh bien, il y a la précarité. Et à Necker, dans l'unité où j'ai travaillé jusqu'à assez récemment, à Necker, dans l'unité de jour d'évaluation des enfants à risque autistique, je suis resté avec une quinzaine d'années à Necker, on a vu très nettement, parmi les enfants qui venaient pour des évaluations, une évaluation de leur risque ou tableau autistique, de plus en plus d'enfants issus de la précarité. Hein, même dans le 15e arrondissement de Paris. Hein, je veux dire, la précarité, c'est pas. On dit que ça fait partie des beaux quartiers, mais la précarité, elle est galopante. Eh bien, la précarité est probablement un facteur de risque. Et il y a en 2017, il y a eu un très beau dossier scientifique du Monde, qu'on peut encore trouver sur Internet, qui montrait d'ailleurs comment la précarité avait des effets épigénétiques sur l'organisation du cerveau. Voilà, ça, alors je m'approche tout doucement de la causalité épigénétique. Dans ce modèle polyfactoriel, il y a les facteurs internes de risque, de susceptibilité, de prédisposition, de fragilité. Et puis il y a les facteurs externes, l'environnement dans toutes ses composantes, y compris relationnel, mais l'environnement dans toutes ses composantes. Et la précarité, sans doute, peut rendre certains enfants autistes qui ne l'auraient pas été s'il n'y avait pas eu cette condition-là. Mais en même temps, c'est comme la Roumanie. La précarité, sans doute, à elle seule, ne rend pas un enfant autiste. Encore faut-il qu'il soit porteur de certains nombres de facteurs de risque. Voilà, je vais arrêter avec ça, mais vous voyez que dans le champ des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, j'ai pris l'exemple de l'autisme, les déterminants génétiques sont donc sont importants, mais ne sont que des facteurs de risque parmi d'autres. Et aujourd'hui, mais ça changera peut-être, nous ne pouvons pas les penser comme des facteurs causaux linéaires. Voilà. Alors, vous avez déjà senti mon raisonnement, il y a la néoténie, c'est-à-dire le fait que le bébé humain, ça c'est pas une interprétation, c'est un constat, et le bébé mammifère le plus inachevé de tous les bébés mammifères du monde, il va construire son cerveau, les 3/4 de son cerveau peut-être plus à l'air libre, après la sortie du corps maternel, dans la rencontre pour chaque enfant, et y compris pour chaque jumeau monozygote, avec un environnement différent, psychique ou autre. C'est un risque au départ. Si on est un peu darwinien, on peut se demander pourquoi l'évolution a sélectionné une solution aussi fragile au début. Ben, si on est darwinien, on se dit qu'il y a sans doute eu plus d'avantages que de risques. Et parmi les avantages, il y a la diversité, justement, parce que chaque enfant va construire une grande partie de son équipement cérébral, notamment au contact de l'environnement, d'un environnement spécifique. La diversité, je crois qu'on ne le répétera jamais suffisamment dans les temps actuels. La diversité n'est pas un obstacle. La diversité, c'est sans doute un des trésors les plus précieux de notre espèce humaine. Donc néoténie, grande place à l'épigénèse, diversité, mais évidemment au bout de la chaîne, il y a les enjeux éthiques, parce que la qualité des soins précoces est quelque chose d'extrêmement important pour le devenir de l'enfant. Et c'est d'ailleurs cette qualité des soins précoces qui peut-être fait que la génétique n'est pas une fatalité, mais simplement un poids destinal, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et vous savez qu'en ce moment fonctionne le comité pour les 1000 premiers jours. J'espère beaucoup que Sylvain, moi, Marie-Rose Moreau, d'autres, on va pouvoir être auditionnés. François Ansermet, qui va venir cet après-midi, fait partie des experts. C'est une chance qu'il y ait ce comité, mais c'est une chance à ne pas rater. Hein. Il ne faut pas que les travaux soient bâclés et trop partiaux, parce que sinon, on risque de présenter au grand public des visions très réductrices du développement de l'enfant. 2 minutes, ça va ? Je vais terminer en faisant, comme je l'ai dit dans mon titre, un certain éloge de l'incertitude, mais l'incertitude, elle découle aussi tout naturellement du modèle polyfactoriel et de la psychopathologie. Donc ça fait partie de nos chances plutôt qu'autre chose. Il y a un psychanalyste assez connu en France, mais qui était un peu oublié, Georges Favez, qui avait une très belle phrase qui disait « L'important n'est pas de tout prévoir, mais d'être prêt à l'imprévu ». Je vous laisse méditer 2 secondes ça. L'important n'est pas de tout prévoir, mais d'être prêt à l'imprévu. Et bien sûr, il y a des problématiques génétiques
qui sont probablement plus ou moins environnement dépendantes. Ça aussi, c'est un aspect que je n'ai pas évoqué, mais il y a sans doute des situations génétiques qui sont plus contraignantes que d'autres. Moi, je ferais volontiers le pari, parce que j'en ai besoin dans ma posture thérapeutique, je ferais volontiers le pari qu'il reste toujours une petite part de liberté développementale. Je ne sais pas non plus si c'est vrai, ça, mais j'en ai besoin pour penser et m'occuper des enfants, qu'il n'y ait pas de linéarité absolue. Et puis, les effets de rencontre sont vraiment imprévisibles. Alors, je reviens sur la néoténie. Je vais essayer d'insister sur le fait qu'il n'y a jamais aucune prédiction possible. Il y en a une qui est possible quand même, c'est que le bébé humain étant très immature, très inachevé à la naissance, qui est fondamental et fondateur, si on ne s'occupe pas de lui, il meurt. Point final. Ça, c'est une prédiction absolue. Alors que nous, qui avons tous été des bébés néotènes, je reviens encore un tout petit peu là-dessus, quand on assiste par exemple à l'accouchement d'une jument, qu'on voit le petit poulain qui naît, on est ému d'ailleurs, parce qu'on voit que lui, dès qu'il est sorti du corps de la mère, il est capable de se dresser un petit peu, d'aller chercher un peu d'eau, un peu à manger. Aucun bébé humain n'est capable de ça. Et notre grossesse, dans l'espèce humaine, est plus courte peut-être. Freud avait fait cette hypothèse, qu'elle était un petit peu inachevée du fait de l'accès à la station bipède. C'est sans doute pas la seule raison. Voilà. Mais en tout cas, dans notre domaine, on ne fait jamais de prédiction. Et l'envie des hommes par rapport à la grossesse des femmes, vous voyez, ça infiltre le discours. Bon, enfin, en tout cas, il reste, à mon avis, toujours une petite part. Il y a des rencontres qui sont difficiles aussi à penser en termes de rencontres. Pensons à la phénylcétonurie, par exemple. La phénylcétonurie, ça apparaît aujourd'hui comme une maladie génétique bien connue. On sait de quoi il s'agit sur le plan de la génétique biologique. C'est quand même, on pourrait dire, le fin du génétique. La preuve, c'est qu'on peut le dépister très tôt, dès la naissance, obligatoire, pour éviter quoi? Mais pour éviter la rencontre de l'enfant avec la phénylalanine. Voilà. Alors évidemment, si on le pense en termes de... C'est plus difficile à penser en termes de rencontre, parce que si on ne fait rien, tous les enfants vont rencontrer la phénylalanine. Alors on ne pense rencontre que pour les choses rares. Mais là, il y a une rencontre qui est quasi obligatoire si on ne fait rien. L'enfant va rencontrer la phénylalanine dans son alimentation, mais si on supprime la phénylalanine, il ne développe pas la maladie dont il est pourtant porteur génétiquement lourdement. Voilà. Donc là, on a un effet de rencontre qui laisse quand même un espace de liberté et qui a d'ailleurs fait que les choses se sont beaucoup arrangées en termes de phénylcétonurie. Pierre Roubertou, qui est un généticien qui a travaillé il y a assez longtemps, mais que j'avais un peu croisé à l'époque de Michel Soulet, Pierre Roubertou avait fait un peu la même remarque aussi à propos des oiseaux. C'est pour finir de manière un peu plus champêtre. À propos des oiseaux, il disait, mais chaque espèce a sa façon de faire son nid. Le croisement des brindilles, l'architecture du nid, c'est très génétiquement codé. Et là aussi, il disait, mais il suffit de modifier l'alimentation des oiseaux pour qu'ils construisent leur lit autrement. Leur nid. Leur nid ou leur lit, je ne sais pas, leur nid autrement. Voilà. Donc là aussi, les rencontres alimentaires sont plus difficiles à penser en termes de rencontres que la rencontre avec une carence ou avec une famille déprimée ou avec une carence de soins, bien sûr. Mais ce sont quand même des rencontres. La rencontre avec l'environnement dans les différentes rencontres. On n'a pas fini d'étudier ça et je crois que c'est ça qui rend les effets de rencontre sont par essence imprévisibles et on ne sait pas si un enfant va rencontrer une carence d'ambiance. Il est porteur peut-être de gènes, de facteurs primaires génétiques de susceptibilité à l'autisme, mais personne ne sait s'il va aller dans un orphelinat de Roumanie, ou dans une famille carencée, dans un environnement carencé. Il y a toujours une marge peut-être de manœuvre. Et un pédopsychiatre américain très important en son temps, Donald Cohen, avait dit qu'il faut en fait penser les choses en termes de plateforme de vulnérabilité initiale.
C'est-à-dire que dans la première année de vie en particulier, on a des enfants qu'on sent avoir du mal à s'engager dans la relation. Je repense à l'autisme. Mais tous les enfants qui ont du mal à s'engager dans la relation pendant la première année de vie, d'une part, ne sont pas forcément destinés à devenir autistes. Il y a d'autres difficultés qui peuvent donner lieu à ces petits retraits, à ces petits traits autistiques. Et puis surtout, même s'il y a une vocation autistique du fait de sa constitution, peut-être qu'une prévention précoce peut s'organiser autour de lui et corriger quelque chose de cette plateforme de vulnérabilité initiale. Voilà, donc méfions-nous vraiment des choses trop réductrices. Il y a quelques années, en Angleterre, sans doute certains s'en souviennent, il y a eu un test génétique qui avait été proposé pendant la grossesse sur 1 ou 2 allèles pour interrompre les grossesses d'enfants dits à risque autistique in utero. L'expérience s'est d'ailleurs arrêtée. Elle posait des problèmes éthiques considérables parce que, je ne reprends pas tout ce que j'ai dit aujourd'hui, mais nous n'avons absolument aucun exemple d'un gène qui, à coup sûr, rende un enfant autiste. Donc interrompre une grossesse sur un argument monogénique, isolé de tout son contexte, c'est épistémologiquement, éthiquement et médicalement, quelque part, à peu près scandaleux. Et puis le même Pierre Hubertou que j'évoquais à l'instant nous avait dit, mais au fond, il y a un principe d'incertitude, alors là, je suis dans mon sujet, principe d'incertitude en biologie, mais encore plus en psychologie ou en psychopathologie. Les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets, et un même effet n'est pas toujours lié aux mêmes causes. Donc ça complexifie vraiment les choses, et vous voyez que ces tests de dépistage de risque autistique in utero sur un seul allèle, c'est vraiment, pour la pensée, quasiment scandaleux. Voilà, alors pour conclure, je dirais que l'augmentation des savoirs, qui est indéniable, augmente non pas l'incertitude, parce que ce serait un paradoxe, si on a plus de connaissances, on a plus de certitude aussi, mais on ouvre des nouveaux champs d'incertitude. Je trouve que l'exposé de Delphine montrait ça très bien. Ça n'augmente pas les incertitudes, mais ça ouvre de nouveaux questionnements, de nouveaux champs d'incertitude qui rendent le maniement des informations plus complexe, intéressant, plus complexe, mais qui exige une prudence éthique évidemment tout à fait importante. Et puis, il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a une nécessité ontologique de l'incertitude. Je vais dire les choses très mal parce que je ne suis pas assez généticien, Delphine, mais j'ai cru comprendre à un moment, dans certaines de mes lectures, que dans les télomères, il y avait peut-être les gènes qui gouvernent le nombre de mitoses auxquelles on a le droit toute notre vie. Enfin bon, ça a été un petit peu vulgarisé comme ça. En tout cas, à cette occasion-là, je me disais, mais le jour où on saura exactement quand on meurt, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Si moi j'ai droit à 20 000 mitoses et Sylvain 50 000 et l'autre Sylvain 100 000, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Est-ce qu'on peut vivre en sachant quand on va mourir? Là, il y a une incertitude nécessaire ontologiquement parlant, parce que sinon, la seule liberté qui nous restera, ce sera de nous suicider un peu avant l'heure. Voilà, donc, les découvertes génétiques ont des effets, pas seulement médicaux, vraiment posent des problèmes anthropologiques, ontologiques, absolument passionnants. Et pour vraiment comme dernier mot, je vous conseille la lecture d'un livre très intéressant, très court, d'Adam Phillips, qui s'appelle « Les 3 capacités négatives ». 3 capacités négatives. Adam Phillips est un psychanalyste anglais qui a un grand sens de l'humour et qui dit, mais au fond, c'est vrai, la psychanalyse s'est beaucoup penchée sur la question de la sexualité et elle ne s'est pas tellement penchée sur la question de l'impuissance. Mais l'impuissance au-delà de la sexualité. Et il dit, mais en fait, s'il y a un pouvoir humain particulier, c'est la capacité de supporter, par exemple, de ne pas savoir. Alors on peut pas faire, c'est pas pour faire l'apologie de l'ignorance, mais il faut supporter de ne pas savoir un certain temps pour que de nouvelles idées apparaissent. C'est la capacité négative telle que Bion l'avait décrite aussi. Il avait repris ce terme-là de l'ouvrage d'un poète romantique anglais, John Keats. C'est une très jolie formule. Capacité, supporter de ne pas tout savoir, pas pour érotiser l'ignorance, mais pour savoir attendre le moment où de nouvelles idées vont surgir. Supporter de se perdre,
le bébé, par exemple, l'enfant, doit à un certain moment se perdre un petit peu dans son développement pour trouver une nouvelle solution de rétablissement et puis supporter, donc je l'ai déjà dit, de ne pas tout savoir. Voilà, donc si la génétique augmente nos champs d'incertitude, tout en augmentant nos connaissances, évidemment, mais si elle augmente aussi nos champs, nos domaines d'incertitude, eh ben nous ne pouvons que nous en réjouir. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.